Vous êtes bien dans un état critique, saison 2, épisode 7. Au programme de cet épisode, nous allons papoter de quelques films comme Garou Gourou ou Gourou tout court, l'affaire Bojarski ou encore The Reap, Rental Family, Le Mage du Kremlin, et si on veut faire des recommandations avant l'heure, eh bien les amis, c'est open bar. Dans la rubrique qu'est-ce qui s'est passé durant ce dernier mois dans les actus ciné et qu'est-ce qu'on en pense, bien sûr, nous reviendrons avant tout sur les nominations aux César et aux Oscars, et on parlera aussi des propos de Matt Damon sur la façon de faire de Netflix, à propos des films, les scénarios, etc. Olivier nous fera de nouveau un point box-office de ce début d'année en France et dans le monde. Le film Vintage, lui, nous a fait découvrir ou redécouvrir un film qui parle du futur, mais qui peut déjà paraître actuel et ça fait un peu peur. Et enfin, nos recommandations en fin d'épisode. Avec moi, Christophe du site Critique d'un passionné et Olivier, le Lucky Luke de la critique. Ah, avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous Deezer, Apple Podcast, PodCloud, Podcast Addict, etc. Vous nous mettez les 5 étoiles et ce n'est que de l'amour. Et on est même évidemment aussi sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous là aussi pour ne louper aucun épisode. Christophe, salut. Salut à tout le monde. Et Olivier, salut. Et salut à tout le monde. Et on fait un petit salut amical aussi à Florian qui reviendra un jour parce qu'il paraît-il que ce mois-ci, il a quand même vu 2 films en 2 mois. Donc on ne désespère pas de l'avoir avec nous prochainement. Mais voilà, c'est un intermittent du spectacle qui travaille beaucoup. Alors, je vous propose tout de suite. Alors oui, petit disclaimer, c'est que en fait, on n'a pas tous les trois vu un seul film qu'on a vu tous les trois, en tout cas en commun. On a tous vu au moins, on a vu des films. Il y en a 2 d'entre nous qui l'ont vu, 2 autres, etc. Donc aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu erratique. En tout cas, on n'aura pas de débat à 3 sur tous les films dont on a annoncé, mais nous allons quand même commencer par est-ce que c'est censé être un petit peu l'un des blockbusters français du début de l'année. Voilà, Le Gourou. Donc je crois que c'est Christophe et Olivier, vous l'avez vu tous les deux. Christophe, ton sacro-saint pitch, nous t'attendons. Coach en développement personnel le plus populaire de France, Mathieu Vasseur rassemble les foules autant qu'il inquiète les autorités. Mais si le gourou de l'histoire était en fait Yann Gozlan qui essaie de nous faire croire qu'il est un grand scénariste. Bon, alors je te propose, moi je l'ai pas vu le film parce que Pierre Ninet, je n'en peux plus. J'entendais l'autre jour un critique dire, vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, dès qu'il y a un film avec Pierre Ninet, il est de plus en plus gros sur l'affiche et qu'à la fin on devrait terminer directement dans ses narines. Alors, Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de ce Garou-Gourou ? Alors déjà pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais Mathieu Vasseur, à chaque fois que Pierre Ninet joue dans un film de Yann Gozlan, son personnage s'appelle Nineverse avec Gozlan. Mais malheureusement, Boîte Noire, c'était fabuleux. Et moi, depuis Boîte Noire, j'ai un peu un souci avec Gozlan. C'est principalement avec son écriture, parce que je trouve que au niveau de la mise en scène, le mec, il se tient, ça va. Je pense qu'il est au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit. Il y a tout ce qui est tension, ça fonctionne plutôt bien. Souvent, il y a un côté paranoïaque qui fonctionne assez bien. Mais le souci que j'ai avec le film, c'est que le début est assez prometteur. Ça commence même avec un petit côté politique, avec justement le gouvernement qui veut encadrer tous ses coachs personnels et imposer un diplôme d'État. Et puis en fait, non, c'est pas ça. Ça bascule sur un thriller avec un fan un peu trop présent. Et puis non, c'est pas ça. Puis ça bascule sur un drame familial avec le frangin. Et puis non, c'est pas ça. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est ces 3 arcs-là. Ils ont une importance assez grosse dans le film, mais ils n'ont aucun lien. T'enlèverais un des arcs, le film ne changerait absolument pas. Pire, il y a des gros twists sur certains des personnages. Quand ça arrive, tu te dis, mais ça va avoir des répercussions de malade, mais que dalle. Il n'y a jamais aucune répercussion des choses qui arrivent. Et donc, ouais, ça, c'est chiant, parce qu'en fait... il n'y a pas d'écriture. Le gars, il a écrit des scènes, mais à un moment que tu fais un film, fais en sorte que tes scènes
elles apportent des choses les unes par rapport aux autres. Après, le film, il interroge sur les dérives du coaching, mais on a un peu du mal à comprendre la position de Gozlan. Je vais spoiler un tout petit truc. Touche pas à mon poste. L'émission touche pas à mon poste. Pourquoi? Pourquoi avoir mis ça? Je vois pas l'intérêt. Je comprends pas. Ou Là, je suis pas d'accord. autant faire une émission qui ressemble à Touche pas à mon poste. Les spectateurs auraient compris que c'était Touche pas à mon poste, et puis bon, tu critiques la chose ou quoi. Mais là, inviter Hanouna dans ton film, et puis ses chroniqueurs et compagnie, je ne vois pas. Et en plus, bah, il joue pas bien. Par contre, Pierre Ninet, bah, oui, il est tout le temps en gros sur l'affiche parce que lui, il fait le taf. Hein. Il a un personnage à la fois charismatique et toxique. Ça, il rappelle un peu le personnage de Tom Cruise dans Magnolia. Mais ouais, Gozlan, il a le sens de l'attention. Ça a de la gueule, hein, son film, mais t'y crois pas. Et puis à la fin, je me fais un peu chier, quoi. Et Olivier, alors, parce que c'est un des films que tu as vu ce mois-ci, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es de l'avis de Christophe ou totalement opposé? Alors, avant de vous dire ce que j'ai noté, alors on le voit de plus en plus gros sur l'affiche. Bah, c'est une grosse vedette. C'était comme à l'époque Belmondo, Delon. Tu sais, c'est assez logique. Hein. Tom Mmh. Cruise. Tu parlais de Tom Cruise, n'en parlons pas. Pour rebondir sur deux trucs que vient de dire Christophe. Il parlait des arcs dont aucun ne sert réellement, sans spoiler du tout. Hein. L'arc du frère, non, tu l'enlèves, ça bouffe plein de trucs. Hein. Oui, mais Euh, ça n'a pas d'incidence au final. ah bah, Enfin, ce qui arrive au on en frangin, reparlera en off, hein, ça a mais pour pas pas. Enfin, spoiler, pour mais moi, ça n'a pas d'incidence. bah, t'as un incident sur toute la fin quand même. Ok, bien. Euh, Puisqu'on peut pas spoiler, avançons, et, avançons. non. Et puis le truc d'Hanouna, je pense que c'est pour ancrer le film dans la réalité. Et si justement, parce que j'avais noté ça, c'est amusant parce que c'est un moment où le personnage, pareil, je veux pas trop spoiler, mais va essayer de un peu de manipuler les spectateurs, voilà, parce qu'il a mauvaise presse, manipuler les politiques, tout ça. Euh, où est-ce qu'une personne connue va faire chouin-chouin pour faire pleurer les cassos? C'est chez Hanouna. Hein. Donc, je trouve plutôt que c'est Hanouna qui se ridiculise en ayant accepté Bah de, oui, c'est de ça le truc. passer pour un C'est con dans l'émission, dans le le, film, pardon. le fait qu'il soit dans le film. Pour le coup, j'ai l'impression que ça le critique, ça se fout de sa gueule, mais le gars, Bah il oui, vient. parce que c'est un crétin, donc il s'est dit super, ouais, je vais être dans le film avec Pierre Ninet. Bref. Moi, ce que j'en ai pensé, ben, écoute, là, je rejoins Christophe. Ninet est excellent. On peut aussi parler, quand tu parlais du fan, c'est Anthony Bajon qui est excellent. Vraiment, il apporte un truc assez dingue. Effectivement, la mise en scène est plutôt carrée. Ça a de la gueule, hein, visuellement, effectivement. Que t'as raison, hein, je pense que c'est un peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit beaucoup dans le cinéma français. Euh, alors moi, par contre, la tension, je l'ai jamais ressentie là où il y en avait une réelle dans Boîte Noire. Euh, en flux tendu. Là, pour moi, aucune tension. Hein. Franchement, 2 heures le film, ressenti 2 heures et demie, hein, si ce n'est plus. Euh, Ça aurait pu être un vrai thriller sociologique sur les dérives des influenceurs, effectivement, ces coachs de tout et de rien qui manipulent les gens, souvent pour investir à Dubaï après. Mais finalement, ça reste plat. Là, je te rejoins. Finalement, ouais, ça en parle sans vraiment en parler. Qu'est-ce qu'en pense le réalisateur? Alors, c'est sur une idée de Ninet, de Pierre Ninet. Ouais, c'est une idée de Pierre Ninet qui a amené ça au réalisateur. Et finalement, à la fin du film, on se demande, on ne sait pas trop où va, et même où veut aller le scénario, qu'effectivement, il n'y a pas réellement. Où veut aller le film? De quoi il veut nous parler? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a quand même pas mal de trucs qu'on sent venir. La fin est assez frustrante. Et elle est frustrante parce que finalement, ça commence à devenir intéressant sur la fin.
où on pourrait virer pour le coup vraiment dans le polar, le thriller psychologique. Et ouais, non, il y a plein de choses bien. Encore une fois, c'est plutôt bien mené par les comédiens, par l'esthétisme du projet, mais ça, pour moi, ça tombe à plat en fait. Enfin, ça s'appelle Gourou, en gros, t'attends un truc qui va un peu critiquer notre société, euh, la victimisation des gens qui prennent ces gars au sérieux, et finalement, non, voilà. Ça aurait pu être un truc très intéressant, mais en fait, Mais ah, visiblement, c'est pas le cas. non. Voilà, allez, avançons parce qu'on a quand même pas mal de films à Il va nous mettre voir. la petite musique des Césars bientôt. Ouais, bientôt, bientôt. Bah oui, mais il faut essayer quand même. Je sais qu'à chaque fois, on fait des épisodes d'1 heure et demie, Oui, mais oui, j'essaie de les réduire. t'as raison. Un film qu'on a vu, toi et moi, Christophe, si tu as le petit pitch pour l'affaire Bojarski, s'il te plaît. Réfugié en France après la Deuxième Guerre mondiale, un jeune ingénieur polonais peine à faire reconnaître ses brevets. Prisé par la bureaucratie, il accepte la proposition d'un malfrat, mettre son talent d'orfèvre au service du crime. Il va ainsi devenir le plus grand faussaire de l'histoire. Alors, rapidement, moi, c'est un film que j'ai trouvé d'une belle tenue. Reda Kateb, évidemment, comme d'habitude, ce mec est sûrement le meilleur comédien français de sa génération devant beaucoup de monde. Et on parlait de Pierre Ninet. Moi, je pense qu'il est vraiment meilleur que Pierre Ninet sur quasiment tout. Voilà, c'est un avis vraiment perso, mais Anna, Sarah Giraudot, elle est simplement aussi assez fantastique dans son rôle. Elle est vraiment pas du tout mise en retrait. Je trouve que le film est vraiment bien tenu et c'est un joli film en fait, sur une espèce de truc un peu d'artisanat et d'un artiste, alors certes d'un faussaire, mais voilà, peut-être que la fin est un tout petit peu trop explicative et veut rendre trop hommage au personnage quelque part en le mettant. Bon, voilà, c'est le Picasso des billets de 5000 balles ou de 10 000 balles et des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose que je trouve de vraiment bien. En revanche, l'histoire avec le flic qui lui court après, alors je crois que c'est Sébastien Bouillon, c'est ça le comédien. Euh, j'ai un petit peu plus de mal et il y a même un truc qui à un moment, ça peut être intéressant d'avoir. Ils nous ont fait une espèce d'affrontement à la hit De Niro Pacino qui se passe au téléphone et tu vois pas trop l'intérêt de cette scène et tu comprends qu'ils ont envie de faire ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui passe à côté. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'est quand même malgré tout un beau film. Et Olivier, si je dis pas de bêtises, c'est un film qui marche bien au niveau box-office. Oui, j'en parlerai tout à l'heure. Très bien. Christophe, de ton côté. Alors, je suis plutôt du même avis que toi. Déjà, l'histoire, elle est assez folle. Ouais. C'est presque surréaliste. Ça n'existerait pas. Tu croirais que ça pourrait pas exister, quoi. Hmm. Parce que le mec, au final, il a quand même créé des billets qui sont presque mieux que ceux de la Banque de France et qui se vendent aujourd'hui aux enchères comme des œuvres d'art. C'est le prix que vaut un faux billet de Barjowski, c'est Bojarski plutôt. C'est assez dingue. Et ouais, il y a un vrai travail de reconstruction, que ce soit pour l'époque, les décors, les costumes, et cetera, mais surtout tout ce qui est machinerie pour justement fabriquer ces Ouais, billets. Et d'ailleurs, au générique de fin, il y a des images ouais, d'archives. ouais. Alors, je m'étais demandé à la fin du film, mais comment ça se fait qu'il y a des images de lui qui fabrique des billets? Et en fait, c'est quand ils l'ont arrêté, Hmm. les policiers ont fait une reconstitution. Donc, Ouais. ils lui ont demandé, montrez-nous comment vous fabriquez des billets. C'est pour ça qu'il a été filmé. Et en fait, c'est issu d'un documentaire qui est sur lui, ces images. Et le personnage, il y a un côté Walter White avec le mec, il est condamné au Hmm. secret, il est obligé de mentir à tout le monde, il est obsédé par la perfection. Ça m'a fait pas mal penser à ça. Et voilà. Après, même si c'est bien foutu, c'est ultra académique. Il n'y a pas Hmm. vraiment de prise de risque, que ce soit dans l'écriture ou la mise en scène, c'est ultra calibré. Ça fonctionne. Après, tu vois les choses venir. Mais bon. Et puis, oui, le jeu de chat à la souris avec le flic, moi, ça m'a surtout fait penser à Arrête-moi si tu peux. Et d'ailleurs, la Hmm. scène de téléphone, ça fait énormément penser à Arrête-moi si tu peux. Oui, oui, Sauf c'est que, vrai. Ouais, c'est plus ça d'ailleurs, t'as raison. ouais, au niveau de la mise en scène, il y en a un qui a un peu plus de talent que l'autre.
Même si c'est bien foutu, hein. C'est bien foutu, mais ouais, c'est trop académique. Et pour la petite anecdote, je vous envoie dans les coulisses de la préparation de l'émission. Plusieurs fois, pendant le mois, on se dit qu'est-ce qu'on a vu comme film. À chaque fois, je faisais ma liste des films et j'oubliais tout le temps ce film. C'est Et moi qui te j'ai le rappelais. l'impression qu'en fait, il va pas beaucoup me rester en mémoire. Alors, un autre film peut-être qui va pas rester dans les mémoires, et personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je crois que vous l'avez vu tous les deux, c'est un film de Netflix. Alors, on devrait dire le nom des réalisateurs à chaque fois, c'est pas bien, je m'auto-tape sur les doigts, et donc la prochaine fois, je le ferai, mais si jamais vous avez les noms des réalisateurs, n'hésitez pas à les poser, sur The Reap, qui a été le gros blockbuster là, de Netflix qui est sorti il y a, je crois, 2-3 semaines de cela, Christophe. Donc, c'est un film de Joe Carnahan, je crois. Voilà, Alors, je me rappelle déjà plus. Une équipe de flics de Miami découvre des millions de dollars en liquide dans une planque abandonnée et se retrouve coincé sur place, obligé de compter l'argent avant de pouvoir bouger. La confiance s'effrite entre les policiers, chacun devient suspect et la question de savoir qui est loyal ou corrompu devient plus dangereuse que l'argent lui-même. Alors, Olivier, toi tu l'as vu, c'est ça? Oui. Oui? Alors vas-y, dis-nous ta critique. Alors, c'est un film, tout ce qu'il y a de plus efficace. Quand on voit je dirais la filmographie polar action de Netflix, on est plutôt largement sur le haut du panier. Il y a un casting solide, Matt Damon, Ben Affleck, excellent. Les seconds rôles sont vachement bien. C'est plutôt bien écrit, c'est très classique, voilà. Qui est le flic pourri? À un moment on croit que c'est l'un, à un moment on croit que c'est l'autre. Il y a un rebondissement. En fait, c'est un peu de la manipulation, justement pour savoir qui est qui. Voilà, non, c'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu. Euh, mais moi j'ai connu Joe Carnahan, donc le réalisateur. Euh, Franchement, plus efficace. C'est lui qui avait, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous en souvenez, réalisé un film qui s'appelait Mise à prix. Non. Un espèce de truc un peu what the fuck qui tirait dans tous les sens. Même son agence touriste était plutôt sympa. Ou le territoire des loups avec Liam Neeson. Là, je trouve qu'il reste un peu en seconde, quoi. Euh, En fait, j'ai passé un très bon moment, mais vraiment un très bon moment. J'ai passé 2 bonnes heures. Là, je disais tout à l'heure ressenti 2 heures et demie. Là, c'est l'inverse. C'est passé vite, c'est passé fluide. J'ai passé une super soirée, mais voilà, il m'en reste pas grand-chose. Là où les autres films que j'ai cités, je les ai vus, revus, j'en ai des souvenirs. En fait, c'est le problème de Netflix. Même quand ils font un truc sympa avec des réalisateurs de talent, et encore, je reste sur les films d'action, hein, ils ont cette tendance à téléfilmiser leur leur production. Et voilà, enfin sur certains, hein, on passe un bon moment, mais voilà, on n'en garde pas grand-chose et c'est un peu dommage parce que dans ce film, il y a tout un tas de talents et notamment celui du réalisateur, euh, peut-être pas optimisé, voilà. Mais j'ai passé un très bon moment, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, encore une fois, avec les films d'action de Netflix, loin de là. Et Christophe, de ton côté? Bah, je rejoins un petit peu Olivier. Je trouve que ça fait très film d'action des années 90. Pour le coup, ça se prend pas la tête et ça va à l'efficace. Et puis c'est sympa de retrouver Matt Damon et Ben Affleck ensemble. Les gars, c'est des vrais potes dans la vie. Et puis ouais, non, ça marche plutôt bien. Tu t'ennuies pas. Et pour le coup, les scènes elles s'enchaînent aussi vite que les rebondissements. Ça arrête pas. Les scènes d'action sont plutôt efficaces. Le final est vraiment bien foutu. Après, il y a quand même des soucis d'écriture. Les dialogues sont parfois bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Et puis, il y a des situations, mais il y a vraiment des situations, tu n'y crois pas. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça, quoi? C'est débile. Mais bon, ça reste efficace. Et, et ouais, il y a un vrai bon casting. Il y a même Teyana Taylor là, qui a été nommée pour Une bataille après l'autre aux Oscars. Mais je trouve que les rôles des personnages féminins sont vachement moins développés, hein. C'est vraiment un film de bonhomme. Toutes les femmes, dernier arc du film,
elles disparaissent. C'était c'était vraiment les mecs qui se tapent sur la gueule, les filles elles disparaissent quoi. Mais Ouais, bon, mais comme tu dis, j'ai- comme tu dis, c'est un pur film des années 90 c'est finalement. ça. Ouais. Scénar, on n'y croit pas. Rebondissement couillon, les filles mises au placard. Ouais. Mais ouais, j'ai vu ça un dimanche après-midi et pour un film de dimanche après-midi, ça fait le taf. C'était divertissant, mais c'est clairement oubliable. Je pense que au fil des mois, on n'en Ça va restera pas s'oublier. grand-chose. Voilà. Un autre film que je crois qu'on a vu tous les deux, Christophe, Rental Family. Ah, t'es allé le voir? Mais oui, je suis allé le voir, je suis allé le voir. Non, non, justement, je voulais faire une petite surprise et j'y suis allé ce matin. Justement, est-ce que tu as un petit pitch ou est-ce que je te prends de court? Non, non, j'avais préparé un petit pitch. Eh Non, ben, mais je puis t'en c'est prie. bien parce que j'ai dit un peu des méchancetés depuis le début, comme ça, on va parler un petit peu de bonheur. Ça va Vas-y. changer un peu. Philippe, un acteur raté et solitaire, décroche un emploi pour le moins insolite à Tokyo. Jouer des rôles de proches pour de parfaits inconnus. Un concept qui paraît improbable et pourtant bien réel au Japon. Alors, moi, je l'ai vu ce matin. Je pense que il va mûrir ce qu'il faut en moi. J'ai presque l'effet, alors presque, parce que franchement, pour moi, on n'est pas loin quand même du chef-d'œuvre avec Left-Handed Girl l'année dernière, mais j'ai presque cette même sucrerie, cette même douceur, ce petit bonbon. Alors l'énorme idée de toute façon de ce film, c'est Brendan Fraser, puisque Brendan Fraser, eh ben, en fait, il y a un capital sympathie. Il y a quelque chose avec ses yeux de chien battu, son physique comme ça, il est tellement touchant. Enfin, je veux dire, c'est chialade en permanence. C'est sûr qu'il ne faut pas être diabétique quand vous regardez le film, parce que bah, à des moments c'est un petit peu sirupeux, mais je trouve que c'est toujours mis en contrepoids avec une mise en scène qui ne s'apitoie, je trouve, jamais sur les situations un petit peu pathos. Voilà, ce personnage qui va vivre d'autres vies que la sienne, il y a des choses évidemment un petit peu attendues, tout particulièrement avec la gamine, où il va se retrouver à jouer un rôle de père, lui qui ne l'est pas, et qui n'a pas eu de père. Euh, et il y a cette autre histoire avec cet acteur japonais, et c'est super parce qu'en plus, les langues se mélangent en permanence. Ça parle anglais, ça parle japonais. Il parle vraiment japonais. Alors moi, je bite pas un mot en japonais, bien évidemment. Mais c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a cueilli plus d'une fois. Et je trouve que en ce début d'année, j'aime tellement les films qui prônent un peu de douceur, de tendresse, de bienveillance, de gentillesse. Et la gentillesse, c'est pas un gros mot. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Christophe. Bah ouais, bah, comme pour le précédent, je te rejoins pas mal. Je trouve que ouais, c'est un drame très doux et pourtant ça parle de solitude et puis Mmh. des relations factices qu'on se crée avec des personnes qu'on connaît pas vraiment. Et ce qui est vraiment bien aussi d'avoir choisi Brendan Fraser pour le rôle, c'est que ça résonne énormément avec sa carrière. Lui Bien aussi sûr. était un acteur paumé qui revient en force depuis qu'il a fait The Well. Et on est vraiment touché par toutes les relations qu'il crée. À chaque fois, ça va avoir un effet miroir sur sa vie où il va retrouver les manques qu'il a par rapport à ses clients, entre guillemets. Oui, quelque part, c'est des clients. Et, et petit à petit, à force, il joue un rôle d'acteur, mais il crée vraiment des relations fortes. Celle avec la gamine, ça fonctionne forcément parce que puis moi, ça me touche particulièrement Mmh. pour le coup. Mais celle du vieil acteur qui a peur d'oublier les choses, c'est génial. C'est peut-être l'arc narratif du film qui m'a le plus ému. Et Et le chemin qu'ils font ensemble, ouais, le chemin qu'ils font ensemble, c'est sans vraiment rien spoiler, tu es ouais. cueilli par un truc auquel tu t'attends pas. C'est ça. Autant la petite fille, tu vois où ça va aller, Mmh. et puis ça y va. Après, le film, ça invente rien, hein, c'est plein de bons sentiments, les trajectoires sont assez prévisibles, mais ouais, ça fait vraiment un bien fou. Quand j'ai écrit ma critique, j'ai titré c'est de la guimauve, mais fondante et réconfortante, et c'est ça. C'est ça, ouais, non, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Olivier, est-ce que toi, c'est le genre de film que tu voudrais voir? Ah bah bien sûr.
Voilà. Moi, je suis une chialeuse devant un écran. Est-ce qu'il y a un film dont vous voulez parler? Parce que c'est vrai que comme on n'a pas vu d'autres films en commun, moi je veux bien parler d'un ou deux films, mais rapidement. Est-ce que toi, Olivier, il y a un film que tu as vu, que tu as envie de parler de là, qui ne fera pas partie de ta recommandation à la fin? Bah non, 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 j'ai pas eu. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait pas mal ces derniers temps de séances de rattrapage, donc oui, des nouveautés, pas plus que ça, quoi. Moi, rapidement, je voulais juste parler du Mage du Kremlin, le film d'Olivier Assayas, et je déteste le cinéma d'Olivier Assayas, vraiment. Mais cette histoire-là autour du mec qui aurait un petit peu fabriqué Poutine, bah franchement, j'ai trouvé le film vachement bien. Jude Law, il est confondant de Poutine, c'est effrayant. Il a, je sais pas, des toutes petites mimiques, des toutes petites choses, il est très très fort. Paul Dano, je le trouve formidable. Jeffrey Wright, il est super. Alors c'est un film qui parle beaucoup, qui est beaucoup posé, mais qui est très étonnant, alors qui est évidemment un petit peu long, mais en fait je me suis rendu compte que je me suis pas emmerdé, et la dernière image vaut vraiment son pesant d'or. Christophe, est-ce qu'il y a un film dont tu as envie de parler aussi? Bah, j'avais prévu de parler justement de Rental Family parce qu'il vient de sortir et les autres films que j'ai vus malheureusement ont vraiment pas marché et je pourrais vous en parler mais ils sont plus au cinéma. Et il y en a un, on en parlera dans le top 10 parce qu'il sera sûrement. C'est un film allemand qui Ah j'avais failli oui. le mettre en tant que coup de cœur, mais vu qu'il est sorti début janvier, ça a aucun sens de vous donner envie d'aller voir un film qui est plus au cinéma. C'est Les Échos du passé, c'est l'histoire de 4 femmes sur une centaine d'années d'histoire, c'est 4 générations différentes. Et ça se passe dans un lieu unique, une ferme en Allemagne. Et donc, tu vas tout le temps, ça va basculer d'une époque à l'autre et ça place le spectateur dans un rôle de fantôme. Au point que les femmes sentent ta présence, tu as Hmm. énormément de regards caméra comme pour te montrer ce qui leur arrive. C'est énormément sur la condition de la femme. C'est ultra radical. C'est où ça passe, où ça casse. Et je pense que 70% des gens, ça casse. Moi, ça m'a fasciné. Et depuis que je l'ai vu, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Hmm. Et ouais, pour le coup, celui-là, il me restera énormément de choses. Moi, j'aurais aimé que le nouveau film de Michel Franco résonne comme a résonné Memory en moi. Et bien que de voir Jessica Chastain pendant plus d'une heure et demie, même un peu nue, c'est un régal pour les yeux. Je trouve que on passe un petit peu à côté. Et le procès de Nuremberg version Marvel, euh, c'est pas si mal. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. En fait, le Nuremberg là, le Russell Crowe, il est de plus en plus énorme, mais il a quelque chose, ce type, d'assez fascinant. Mais Rami Malek, je pense qu'il peut quand même rentrer maintenant dans la catégorie des comédiens qui ne savent pas jouer, quoi. Je le trouvais tellement fascinant dans Mr. Robot, mais depuis, c'est horrible. Je veux dire, Bah, il c'est y le en a qui personnage. sont capables de jouer une chose, Ah ouais, parce que pour le coup, Mister Robot, il était Non, fabuleux. mais je mais pense. là, c'est fou. Dans Nuremberg, quand vous le verrez, vous me direz, mais moi, franchement, c'est lui qui m'a fait sortir du film, alors que le film est pas si mal. Qu'il y a des choses qui, enfin, je veux dire, il y a, comment il s'appelle l'autre acteur là, Michael. Oh là là, j'ai Crichton, mais c'est pas du tout ça. Mais qui faisait le méchant dans Superman. Dans le Superman c'est super. J'ai aucun nom, les gars. Surtout, m'aidez pas de Snyder. Ah, Celui qui fait le méchant, celui qui fait Zod. Euh, Michael Shannon. Merci, Michael Shannon. Il y a Michael Shannon. Enfin, je veux dire, il y a un casting qui a de la gueule et puis il y a une histoire qui est incroyable. Mais Rami Malek, il te savate tout ça, mais à coup de. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Non, mais Bref. je pense que c'est un très mauvais acteur. En fait, il était très bon dans Mister Robot parce qu'il jouait un personnage comme ça, sans charisme. Ouais, euh, et il était très bon là-dedans. Mais je pense tu que m'étonnes. dans mon rattrapage, j'ai regardé The Amateur parce que je crois que tu l'avais vu, Lilian. Ouais. C'est Il est dur. mauvais, Ah oui, c'est c'est mauvais. dur. Ah, c'est dur.
Ah, le gars, quand il a l'air heureux avec sa femme, tu te demandes ce qu'il fait là. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas mis Je mal à vois ton visage en faisant le «eh». C'est ça. l'aise. L'escroquerie de Bohemian Rhapsody, je m'en remettrai jamais. Je crois que je crèverai Ouais, c'est avec ça, ça. c'est ça. Mais bientôt, je vous promets, Ouais, les amis. Michael Jackson bientôt. Ouais, non, ça, on en parlera. Mais je vous promets, on fera un jour une émission avec nos poires. Je nous mettrai en direct ou on sera sur YouTube, comme ça vous pourrez voir nos têtes en train de réagir. Et on fêtera le retour de Florian comme ça. On passe à l'autre rubrique, donc, de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on en pense. Et évidemment, on va parler des Césars et des Oscars. Je crois qu'il y a d'abord les Césars fin février, c'est ça, Olivier? Ouais. Ouais, c'est Et toujours César, Oscar, ouais. Et ouais, ça c'est tombe ça. un jeudi cette année, c'est Ouais, chelou. ça tombe un jeudi, ouais. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner un petit peu certaines catégories. On va pas tout faire parce que sinon l'émission sera beaucoup trop longue. Et vous allez me donner votre pronostic. Chacun va poser son petit pronostic. Est-ce que ça vous va comme idée? Ça Yes. me Et va. puis, je vous promets que à la sortie, N'oublie pas le documentaire. alors, j'ai pas tout mis. Je vais pas mettre Oui, mais documentaire. mets-moi le documentaire, s'il te plaît. Oui, mais pour le français, pour les Césars, tu veux dire? Oui, pour les Césars. Oui, pour les Césars. De toute façon, t'inquiète pas, on sait que c'est la bicyclette. Heu, alors, on va d'abord commencer, si vous voulez bien, par les Oscars. Il y a 10 films qui sont nommés pour la Best Picture. Donc, il y a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams. Et je suis désolé, Christophe, j'ai fait tout ça en anglais, mais je pense que tu auras traduit. Quel est votre favori là-dedans, Christophe? On est d'accord que Best Picture, c'est meilleur Meilleur film? film. OK. Bah, Une bataille après l'autre, toujours. Ok. Olivier? Bah, pareil, en tout cas, je le souhaite. Après, ça me ferait tellement, dans un monde parallèle, ça me ferait tellement délirer que ce soit F1. Ouais, c'est un monde parallèle. Mais non, à un moment, faut que PTA il ait un Oscar, quoi. Ça Ouais, va ouais. devenir comme Ah bah, DiCaprio, le gars. il peut avoir un meilleur réalisateur. Alors Oui. justement, dans meilleur réalisateur, Chloé Zhao, donc pour Hamnet, Josh Safdie pour Marty Supreme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu encore en France, nous, Marty Supreme. Paul Thomas Anderson, donc Joachim Trier pour Sentimental Value et Ryan Coogler pour Sinners. Olivier, tu mises sur qui? Moi, je mise sur PTA quand même, pareil. Effectivement, Christophe a raison qu'il en est un. Après, tu sais, le problème aussi, c'est qu'ils sont capables de le filer à Ryan Coogler. Christophe? Tout pareil, pour, Une bataille après l'autre. Bon, on est tous les trois pareil pour Ah, l'instant. J'ai pas donné mon... mais attention, Marty Suprême, pour le coup, il Ouais, y a ouais. beaucoup de bruit autour du film et on l'a pas encore vu. Ouais, pour Chalamet surtout. Alors justement, meilleur acteur, Timothée Chalamet pour Marty Supreme, DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Ethan Hawke pour Blue Moon, hein, qu'on n'a pas encore vu, Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour L'agent secret. Christophe. Alors, de ce que j'ai vu, j'aurais tendance à dire Wagner, Moura, mais il y a tellement de bruit sur, Timothée Chalamet que je pense qu'il est vraiment exceptionnel dans le film. Donc il y a des chances que ce soit lui qui l'ait. Ok. Olivier. Alors, je sais pas s'il est exceptionnel, mais ils ont fait un tel marketing autour de ça, et puis il a été déjà nommé. Enfin, avec ce film-là, ça fait 3 fois. Je pense ils vont lui refiler. Eh bien moi, je vais dire Wagner Moura. Alors c'est vrai que c'est l'un des films que j'ai pas vu, mais j'adore tellement ce mec et c'est un film que j'ai raté. Donc allez, vas-y, j'ai envie de pronostiquer Wagner Moura. Meilleure actrice, Jessie Buckley pour Hamlet, Rose Byrne pour If I Had Legs avec Kick You, Kate Hudson, Song Sung Blue, Rena Trains pour Sentimental Value et Emma Stone pour Bugonia. Bon, moi je vous le dis dès le départ, dès qu'il y a Rena Trains quelque part, pour moi elle gagne. Point. C'est une méta. Christophe. J'aurais été comme toi, sauf que j'ai vu Hamnet et alors je suis passé à côté du film. Je me suis un peu fait chier sur la première partie, et c'est, très, Et c'est larmoyant. vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a pas Ouais. parlé.
Mais par contre, elle, dans le film, elle a tombé par terre. Elle est exceptionnelle. Et donc, ouais, j'ai beau aimer d'amour Renaté, c'est Jessie Buckley. Olivier, t'as vu aucun des films? Là, c'est au doigt mouillé. Jessie Buckley aussi, pareil, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, j'ai pas vu le film. Moi, pour le coup, j'aimerais vraiment le voir. C'est le genre de film que j'aime. Et puis, pareil, elle est exceptionnelle. Et d'ailleurs, ils n'ont pas nommé Paul Mescal alors qu'il paraît qu'il est excellentissime aussi. Il est bien, mais déjà, il aurait été en second rôle. Il y a très peu de présence à l'écran, finalement. C'est Ouais, vraiment d'accord. le film est vraiment axé. Alors, c'est sur le couple, mais c'est vraiment axé sur elle. Mais j'ai été déçu, mais il y a vraiment de bonnes choses visuellement. C'est très beau, mais c'est vraiment moi la première partie, c'est long, hein, c'est long. Et puis ça marche. Hein, j'ai chialé comme une merde, mais tu viens tellement me les arracher, mes larmes. Il y avait pas besoin pour que je chiale de me les arracher. On continue quand même dans les seconds rôles. Meilleure actrice dans un second rôle, Elle Fanning pour Sentimental Value. Inga Itzbodeter Lilia, c'est impossible à dire, pour Sentimental Value. Amy Madigan pour Weapons. Wunmi Mosaku pour Sinners. Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Olivier? Alors, je retiens plus son nom, mais je dirais la fille d'une bataille après l'autre. Bon, après, j'ai pas vu les autres, tu vas me dire. Donc, Oui, elle oui, envoie bah tellement c'est vrai, c'est vrai. elle envoie tellement du pâté dans le film. Pour moi, moi, je dirais celle dont le nom est imprononçable pour moi, Inga Isdotter Lileas, parce que elle tient quand même la dragée très très haute face à Arena Trains. Et toi, Christophe? Bah, justement, c'est les 2 qui m'ont vraiment impressionné. J'aurais tendance Inga, elle Ouais. est venue me chercher des larmes, mais vraiment par son jeu. Mhm, C'est mhm. juste par son jeu. Et Teyana Taylor, je penserais plus quand même pour Teyana Taylor parce qu'elle apporte tellement de choses à la première demi-heure du film C'est clair. que, ouais, pour moi, ce serait Teyana. Meilleur acteur dans un second rôle, Benicio del Toro. Ah non, il y a Sean Penn, je suis con. Benicio del Toro, Jacob Elordi pour Frankenstein, Delroy Lindo pour Sinners, Sean Penn pour Une bataille après l'autre et Stellan Skarsgård pour Sentimental Value. Alors, Olivier? Là, c'est dur parce que même les films que j'ai pas vus, c'est que des gars que je kiffe. Euh, je sais pas s'ils enfileront un des deux, ni Del Toro ni Sean Penn, parce que bah voilà, ils sont tous les deux dans le même film. On veut pas faire de jaloux. Jacob Elordi, je pense que c'est lui qui l'aura. Bon, moi je mets quand même Sean Penn parce que c'est le cœur qui parle, parce que c'est la meilleure prestation de toute sa vie et que c'est extraordinaire ce qu'il fait là-dedans. Personne d'autre ne le fait, quoi. Donc il a Ah, mais il accepté a quand même déjà deux d'aller. Oscars. Il a quand même été. Pardon? Il a déjà deux Oscars. Ouais, ouais, mais qu'importe. Enfin, moi j'essaye de. Je parle. Je suis pas là pour gagner. Je parle avec le cœur. Euh, Christophe. Moi, je mettrais Sean Penn aussi, mais surtout cette catégorie, c'est pourquoi ils n'ont pas nommé Jesse Plemons dans Bugonia. La prestation qu'il fait dans Bugonia, c'est complètement dingue. Mais donc, Sean Penn. Ok. On va passer donc au meilleur scénario adapté, Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another et Train Dreams. Olivier? Alors, si c'était le cœur, comme tu dis, ça serait Trend Dreams. Peut-être le Pitié. Ok. Pour moi aussi. Christophe? Alors pour moi aussi, mais je savais pas que c'était une adaptation. Pour le coup. Ah oui. C'est une adaptation. Parce que dans Il meilleur fait que... scénario original, nous Ouais, avons ouais, Blue Moon, It Was Just an Accident, donc c'est le film de Jafar Panahi, Marty Supreme, Sentimental Value et Sinners. Pour moi, c'est Sentimental Value. Même évidemment, j'ai pas vu tous les autres films, mais c'est encore une fois le cœur. Christophe? Sentimental Value aussi, mais un simple accident et un sacré outsider. Olivier? Il y en a plein que j'ai pas vu. Je serais tenté de dire Sinners, mais
Bon, je vais rester sur Sinners. Allez. Oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait 16 nominations, c'est le plus grand nombre de nominations aux Oscars. Il faudrait quand même qu'il en gagne un ou deux. Et dans ce que j'ai sélectionné, meilleur film international, donc qui représente la France, hein, effectivement. Ouais, on est dans tous les films, je crois qu'on est dans la production de chaque film. Voilà, It Was Just an Accident, donc Sentimental Value, Sirat, L'Agent Secret et de la voix de Rajab. Vous doutez bien que je ne vais pas noter Sirat, moi. Donc Sentimental Value, pour moi, Olivier. L'Agent Secret. Ok. Et Christophe. Alors moi, je suis tellement content que Sirat soit nommé à chaque fois dans les meilleurs films internationaux à toutes les cérémonies, mais je dirais non, valeur sentimentale quand même. Mais ouais, j'ai préféré. Mais j'ai préféré valeur sentimentale, mais je pense que l'Agent Secret est plus oscarisable. Et pour les Césars maintenant, rapidement pour les Césars, on va pareil faire un petit peu nos prédictions. Meilleur film, L'attachement de Karine Tardieu, Dossier 137 de Dominique Moll, Nouvelle vague de Richard Linklater, La petite dernière d'Afsia Herzi, pardon, et Un simple accident donc de Jafar Panahi. Christophe. Alors pour le coup, j'aurais presque mis L'Inconnu de la gare. J'ai vu L'Inconnu de la gare hier et c'était fascinant. Et je vois qu'il est en meilleure réalisation. J'aurais inversé. Mais bon. Dossier 137. Ouais, moi aussi. Olivier. Alors, il y a quand même pas mal de films que j'ai évidemment pas vus. Mais de ce que j'en ai entendu parler de ça, Dossier 137 a ses chances. Mais après, vu le sujet, tout ça, Nouvelle Vague peut créer la surprise. Ok. Meilleure actrice, nous avons donc Leila Bekti dans Ma mère, Dieu, Sylvie Vartan, Valéria Bruni-Tedeschi pour L'attachement, Léa Drucker, Dossier 137, Isabelle Huppert pour La femme la plus riche du monde et Mélanie Thierry pour La chambre de Mariana. Pour moi, Léa Drucker tous les jours. Christophe. Idem, mais Mélanie Thierry, pareil, est une bonne outsideuse. Olivier. Je dirais aussi Léa Drucker. Bah voilà, c'est Ouais. tout. Meilleur acteur, Claes Bang pour L'Inconnu de la Grande Arche, Bastien Bouillon pour Partir un jour, Laurent Lafitte pour La femme la plus riche du monde, Pio Marmaille pour L'attachement, Benjamin Voisin pour L'étranger. Olivier. Moi, je l'ai trouvé tellement touchant. Pio Marmaille dans L'attachement que j'ai rattrapé, donc je l'ai trouvé très très touchant et faisant quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Christophe. Bah, j'aimerais bien que Pio Marmaille l'ait aussi, parce qu'à force d'être nommé, ce serait sympa qu'il en chope un. Et en plus, il est à contre-emploi, il le fait tellement bien. Mais hier, j'ai vu L'Inconnu de la Grande Arche. Alors, est-ce que c'est trop frais dans ma tête et que j'ai beaucoup aimé, mais Claes Bang, ouais, sa Alors, force. il faut choisir, hein, monsieur. On n'est pas là pour faire un débat. Oui, non, mais Pio Marmaille. Mais Ok. Pio Marmaille, parce que j'aimerais qu'il gagne. Et je vous le mets, je vous l'accorde aussi. Dans les seconds rôles, Jeanne Balibar pour Nino, Dominique Blanc pour Partir un jour, Marina Foïs, La femme la plus riche du monde, Jimin Park pour La petite dernière et Vilma Laponce pour je ne sais plus quel film. Ça va être L'attachement aussi. Oui, ça doit être ça, exactement. Olivier. Bah justement, j'aimerais bien que ce soit elle parce que pareil, elle m'a beaucoup touché. C'est une actrice que j'aime bien. Moi, j'adore cette actrice. On la voit pas assez, justement. Effectivement. Et là, pareil, elle nous fait une composition vachement chouette entre un peu rire et larmes comme ça. Je l'ai beaucoup aimé. Moi, je mets Marina Foïs parce que ce qu'elle fait dans ce film-là, dans La femme la plus riche du monde, entre Laurent Lafitte qui en fait des tonasses insupportables, et en même temps, je trouve qu'il y a un truc qui marche, et Isabelle Huppert qui change de tailleur à chaque scène. Elle est pas dans le même film qu'eux, et je la trouve vraiment bien. Christophe.
Bah, moi, je mets Dominique Blanc dans Partir un jour parce qu'elle m'a vraiment touché. OK. Et en acteur, on a Swan Arlo, Xavier Dolan, Michel Faux, Pierre Lotin dans L'étranger et Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde, hein, on est toujours dans les seconds rôles. Christophe? C'est toujours la folie, c'est catégorie où tu as un film qui prend Ouais, un peu tout, là. ouais. Tout, 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 tout. Bah, étant donné que j'ai vu que L'inconnu de la gare, je vais en choisir un de ceux-là et C'est pas de je la reste gare, sur hein, c'est celui-là. l'inconnu de la Grande Arche, hein, parce que l'inconnu de La la Grande gare, Arche, ouais, c'est la suite. c'est la suite. C'est ça. Xavier Dolan. OK. Et moi, j'ai mis Swan Arlo parce que c'est un pote et je suis obligé. Olivier? Bah, moi, j'ai vu aucun des films, donc Allez. euh, moi j'aime bien Pierre Lotin. Allez, Ouais, hop. en plus, il est vraiment en pleine bourre, lui. Donc, OK. Donc, meilleur documentaire, on n'en parle pas puisque ça sera forcément la bicyclette. Hein, il n'y a pas le Et choix. non, il y a Le Chant des forêts qui cartonne, hein. Oui, oui, Et, c'est vrai. Je crois qu'il a fait ouais, le million, là, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. il a Mais passé le million. Olivier va nous dire ça tout de suite. Ouais, ouais, il Et a passé enfin, le pour le million. César de la meilleure réalisation, Karine Tardieu pour L'attachement, Dominique Moll pour Dossier 137, Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche, Richard Linklater pour Nouvelle Vague et Afsia Herzi pour La petite dernière. Christophe? J'aurais On dirait tendance. qu'il joue aux échecs, le gars, quoi. De Ouais, ouais, Moustier. ouais. Allez, Clink, allez, vas-y. Moi, Bah, je sais euh, pas, l'un de vous deux, les gars. J'ai dit De ouais, Moustier. Ah, t'as dit de Moustier, j'avais pas entendu, ouais, ouais. excuse-moi. Ok. Olivier. Et ben moi, comme pour l'actrice, moi je dirais Dominique Moll, mais il y a des chances que ce soit Linklater pour Nouvelle Vague. Donc, En plus, il est ton, américain et ton tout, ça dernier ferait. mot, ok. Eh bien, moi, je mets quand même Dominique Moll. Voilà. Bon, et ben de toute façon, ça, on ressortira ça dans le prochain épisode, en tout cas pour les Césars, pour voir si on avait bon ou si on s'est complètement planté. Je voulais rapidement, très très rapidement, qu'on essaye de faire ça rapidos, de dire que dans les news, ce qu'il y a eu, il y a Kennedy qui est parti de Lucasfilm, qui a été remplacé par Dave Filoni, ce génie de Dave Filoni, qui a quand même vachement baissé d'un coup Ah, dans mon estime en chiant sur la meilleure série, l'une des meilleures séries même de tous les temps, tout simplement en chiant sur Andorre. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est content du départ de Kennedy et est-ce qu'on est content de l'arrivée de Dave Filoni? En deux mots, Christophe. Ben, moi, Star Wars, j'y crois plus beaucoup, mis à part Andorre, donc en fait, je m'en fous un peu. Olivier. euh, je pense pas que ça change grand-chose. Kathleen Kennedy, elle a de l'expérience en ayant bossé avec Spielberg, tout ça. Hmm. Euh, Bon, elle a pas amené beaucoup de mal, mais Filoni, oui, il connaît son sujet. Voilà, il connaît son sujet sur Star Wars. Après, effectivement, s'il part du principe que Andorre c'est de la grosse D, euh, bah j'ai pas hâte de voir ce qu'il va faire avec après, hein. Hmm. Et puis, il y a eu quand même ces propos puisqu'on a parlé de The Rip, on a les propos de Matt Damon sur Netflix. Alors, je crois que c'était sur le podcast de Joe Rogan, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il a parlé du mode de fonctionnement quand même. Alors, c'est étonnant quand même qu'il critique beaucoup ce mode de fonctionnement de Netflix alors qu'il a un gros film qui en sort. Et bon, j'ai retenu deux, trois choses et on peut rapidement parler dessus, mais il raconte que les films d'action ont trois grands actes. C'est remis en cause par Netflix qui demande désormais un gros moment dans les 5 premières minutes pour retenir le spectateur. Il faut réitérer l'intrigue 3 ou 4 fois dans tous les dialogues parce que les gens sont sur leur téléphone pendant qu'ils regardent. Il trouve que, et donc Matt Damon trouve que cette logique va vraiment commencer à empiéter sur la manière dont on raconte les histoires en obligeant de simplifier et à répéter les enjeux au lieu de construire une progression plus subtile. Et sur son expérience avec Netflix, il oppose l'expérience cinéma qu'il compare à une sorte d'office où l'on se rend à une heure donnée et où le film ne vous attend pas, à une expérience maison, lumière allumée, enfant, chien, téléphone, où l'attention est fragmentée. Et pour lui, les demandes de Netflix, comme donc les grosses scènes d'ouverture, les intrigues réexpliquées plusieurs fois,
sont une conséquence directe de cette attention distraite et qui risque d'uniformiser les films, même si certains titres sur la plateforme échappent encore à ces recettes. Il y a une autre chose, moi, que je veux noter, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais typiquement sur Netflix, les personnages sont tout le temps centrés. Parce que, comme les gens Pour les regardent de plus vidéos en TikTok. plus, ouais, les vidéos de TikTok, parce que de plus en plus les gens regardent sur le téléphone ou machin, et en fait, il y a plus, t'as plus jamais un personnage qui est totalement à gauche ou à droite de l'écran. Ça commence à devenir vraiment une façon de filmer, c'est dans le cahier des charges, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus où vous voulez réagir, Olivier, par exemple? Ouais. Après, c'est. Vas-y, Olivier. Vas-y, Olivier. Ah non, en fait, il a raison, mais en fait, tout ce qu'il vient de dire, enfin, tout ce que tu viens de dire, qui étaient ces mots, Mmh. oui, effectivement, moi le premier, alors j'essaye de moins en moins le faire, mais effectivement, je suis là, il y a la lumière, machin, je regarde un film, je regarde aussi un truc vite fait sur mon téléphone, voilà, c'est vrai, il a raison, et en même temps, euh, si on n'était pas des spectateurs un peu limités, on va dire débiles, devant la télévision, euh, Netflix aurait peut-être pas besoin de faire ça. Si les gens regardaient pas des films sur leur téléphone portable, Netflix aurait pas besoin de faire ça. Euh, à un moment, faut arrêter de taper sur Netflix. Eux, c'est le business, hein. Mmh. Ils voient comment les gens, comment réagissent les gens, comment sont les spectateurs actuels, et ils s'adaptent. Voilà, c'est nous, hein. Mmh. Christophe? Ouais, c'est un mode de consommation. Les gens, quand ils sont chez eux, ils font autre chose en regardant un film. Moi, je connais beaucoup de personnes, ils ont des PC avec 2 écrans. Ils ont un écran où il y a un film et l'autre écran où ils sont en train de surfer, de jouer, etc. Et déjà, j'ai un peu du mal avec le concept, d'écouter des livres, mais alors là, écouter des films, je comprends pas. Mais est-ce qu'écouter un livre, c'est lire un livre? C'est le grand débat Et qui oui. nous a opposés il y a quelques années avec, avec Olivier. Et ce qui est Faudrait faire une assez... émission spéciale là-dessus. Faudrait faire une émission spéciale, parce que dans ces cas-là, quelqu'un qui est né aveugle, donc il n'aura jamais lu de livre de sa vie. Bah, Maintenant, techniquement, non. il aura Il aura écouté des écouté livres. un livre. Voilà, il aura écouté des livres. Alors, on passe à la sacro-sainte rubrique d'Olivier sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où on en est du box-office de ce début d'année, mon cher Olivier. Alors, de façon générale, le box-office, que ce soit, on parle mondial, mais spécialement américain, et puis bon, pour ce qui nous intéresse français, c'est un début d'année assez pauvre, en tout cas en termes de succès, de films qui fait parler de lui. Euh, on surfe plutôt sur les succès de fin 2025, ce qui continue même encore maintenant à fonctionner en termes d'entrée. C'est le Zootopie 2, le Avatar 3, La Femme de ménage, qui a quand même, qui vient de passer les 4 millions d'entrées en France. C'est un Sera truc bientôt assez battu par hallucinant. Marsupilami. On verra ce que donne le Marsupilami, mais c'est assez hallucinant comme chiffre, hein. 4 millions, c'est le quatrième plus gros. Alors, si on fait le cumul, même s'il y a le plus gros des entrées s'est fait en 2026, mais le film est sorti en 2025 et c'est le quatrième plus gros succès de 2025. Euh, Ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler des deux grosses, on va dire, des deux grosses sorties qui ont fait parler aux États-Unis. Il y a le film La géographie de Melania Trump, pardon, qui est sorti aux États-Unis, produit effectivement par Jeff Bezos, euh, donc par Amazon. Le film a commencé avec 7 millions de dollars. C'est pas si mal pour un documentaire. Le problème, c'est qu'il en a coûté 75, 40 de budget. Donc, visiblement, elle s'est payée 23 millions de dollars. On ne sait pas trop pourquoi. Et 35 millions de marketing. Et Alors, c'est marrant. Brett Ratner, il s'est pris combien là-dessus? On ne sait pas. Ah, j'en sais rien, mais il Parce devait que lui, déjà être bien content de bosser. il doit être aussi dans les, dans les, Ah dans bah, les fichiers d'Epstein ah aussi, Brett bah, Ratner. grave. Non, mais ils ont dû lui payer déjà son billet Israël, Hollywood. Il devait être content déjà de pouvoir revenir
la maison. Alors c'est marrant parce que les pro-Trump parlent d'un succès, mais alors voilà, quitte à raconter n'importe quoi, comme quoi c'est le plus gros succès pour un documentaire depuis des décennies, alors qu'il y a peut-être, je sais plus, 1 an ou 2, il y a le documentaire sur Taylor Swift qui est sorti, qui a fait 90 millions de dollars le premier week-end ou je sais pas Fake quoi. news! Fake news! Ah bah ouais. You're the Fake worst. news. You're the worst journalist, Oliver Fournel. You know, Ouais, je suis ABC. d'accord. You're the worst. Ah bah là, You're en not a plus ça great va guy, être you know. c'est distribué sur YouTube et tout. Je vais pas pouvoir rentrer aux États-Unis. C'est mort. Et le deuxième truc surprise, la deuxième sortie surprise, c'est, je sais pas si vous en avez entendu parler, un film qui s'appelle Iron Lung. C'est Ouais, j'ai un entendu film parler. Ouais. C'est un autoproduit YouTuber, et c'est ça, non? ouais, qui s'appelle Mark Fitzbach. Je sais même pas qui c'est ce gars. Visiblement, c'est un des gros youtubeurs américains comme MrBeast et compagnie, qui a autoproduit, autodistribué le truc, qui lui a quand même coûté 3 millions de dollars. Donc, Hmm. il a quand même des pépettes, le gars. Premier week-end, 17 millions. Et non, mais C'est un bon pari. c'est un truc de dingue. Mais alors, pour moi, c'est un double exploit parce que, bah, déjà, ce que ça a rapporté pour un mec, voilà, juste, entre guillemets, juste un youtubeur. Et puis, deuxième exploit, c'est quand même ce que ça a rapporté parce que quand tu vois la bande-annonce, même Christophe, je vous pousse à aller la regarder. Ça a l'air d'être un navet sans nom réalisé de façon dégueulasse. On a l'impression, même pas avec un iPhone, hein, j'ai l'impression que c'est filmé avec un téléphone acheté en seconde main. Mais voilà, succès surprise. Et puis, bah si, il y a quand même en France Gourou, donc qui vient de sortir, 711 000 entrées première semaine. Ça en fait le deuxième plus gros démarrage de Pierre Ninet. Hmm. Et, euh, et effectivement, donc lui, il va faire son million et demi, un peu comme avait fait Boîte Noire. Et il y a effectivement le Bojarski qui en est à près de 800 000, qui se dirige tranquillement vers son million. Et puis, bah, effectivement, comme disait Christophe, là maintenant, on attend les premiers résultats du Marsupilami qui devrait quand même cartonner parce que les gamins vont y aller. Là, c'est bientôt les vacances de février. Ça va marcher. Et Je vous en est-ce parlerai le ouais, mois voilà. prochain. Mais justement, est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui va y aller? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y en a un qui veut aller se comment dire? Se Mais sacrifier vous pour nous savez parler du quoi? film? Vous savez quoi? Je Tu vas pense y que je aller. vais y aller. Ah bah, d'accord. Écoute, moi, Un peu, en fait, dans ton le même esprit expérience. qu'Avatar. Ouais, dans le D'accord. même esprit qu'Avatar, histoire qu'on puisse en parler. Bah, Avatar, Marsupilami, il y a quand même Même, pour moi, alors, si tu veux, on parle pas de la même histoire, hein, quand même. Moi, il y a trop de alors choses à en voir au termes mois de février. J'ai en noté termes une de douzaine de scénario, films que je veux voir. Ouais. en termes de scénario, je suis pas sûr qu'il y en a un qui prenne le pas sur l'autre. Ouais, Avatar, ouais. ouais. Rien que la blague là, que j'ai entendue qu'à un moment, il file du Viagra au Marsupilami et donc, oh, 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 il a la queue toute raide. Tu vois, je sens quand même que si tu veux, moi je veux bien que le scénar d'Avatar, ça soit pas ouf et que ça tienne sur un timbre-poste, mais là franchement, de toute façon, moi, tout ça, ces trucs-là, Et va expliquer la blague à tes gamins après. Ah bah, regarde, je vais t'expliquer. Va demander à grand-père. Bien, allez, on passe à notre avant-dernière rubrique. Donc, la critique vintage. Olivier, c'est toi qui nous as demandé de revoir, et je te laisse le représenter, le report minoritaire. Le report minoritaire, soit le Minority Report de Steven Spielberg, qui date de 2002, d'après une nouvelle de Philippe Cadic. Alors, comme souvent au cinéma, hein, ça s'éloigne un petit peu du bouquin. Surtout qu'il a écrit beaucoup de nouvelles, donc effectivement, une fois passé sous la moulinette d'un scénariste pour en faire un film de durée normale, il y a plein de choses qui changent. Alors le pourquoi j'avais envie d'en reparler, de le revoir, d'en parler. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu et depuis,
le monde a bien évolué. Et comme tu le disais tout à l'heure, bon, c'est censé être un film de science-fiction, c'en est toujours un, mais est-ce que ça l'est tant que ça aujourd'hui? Bah, alors laisse-nous dire ce qu'on en a pensé d'abord, et puis tu nous rediras toi, en le revoyant, ce que tu as pensé. Eh Hein. ben, je vous laisse la partie des On a analyses. fait des analyses. En plus, je l'ai revu même hier avec Nella, et il y a des choses qui me sont apparues grâce à elle, dont je n'avais pas pris conscience en tout cas à l'époque. Christophe, qu'est-ce que tu veux nous en dire? Bah, moi, ça fait partie de mes 3 films préférés de Spielberg. Ah ouais. Ouais, j'adore, ce film. Déjà l'histoire, elle est géniale. C'est, Tom Cruise qui fait une enquête, sur un crime qu'il a pas encore commis. C'est Hmm. complètement fou. Et là, on est dans ouais, dans un bon thriller, hyper bien ficelé parce que c'est à la fois c'est de l'action, vraiment spectaculaire, il y a un suspense, c'est intelligent parce que c'est il y a une vraie réflexion philosophique, l'univers, est extrêmement inventif, et la photographie, elle est très froide, très métallique et un truc sale. D'ailleurs, je pense que mis à part, la liste de Schindler qui est forcément, vu le sujet, je pense que c'est le film le plus sombre de Spielberg. Il y a vraiment une ambiance, poisseuse, glauque, c'est une histoire vraiment très, très sombre. Même c'est Spielberg, donc il arrive toujours à mettre un petit peu d'humour, notamment dans les scènes d'action, avec la scène, de baston en jetpack, quand il traverse les appartements un peu de tout le monde, c'est assez marrant ou, quand Tom Cruise court après ses yeux, Ouais, ouais, c'est très drôle ouais. et il y a une mise en scène de malade, toute la scène avec, la voiture où, Tom Cruise est dans la voiture au fur et à mesure qu'elle se construit, la scène du jetpack que je citais tout à l'heure et la scène des araignées. La scène des araignées, Hmm. c'est un pur bijou. Ouais, moi j'ai vraiment, beaucoup aimé, et ça a plutôt, bien vieilli. Je trouve que alors ça a vieilli, mais les FX sont quand même vachement bien intégrés, dans l'image, Ouais, 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 ça globalement. tient encore, je trouve, ouais, Ouais, ça effectivement. tient encore. Moi, de mon côté, rapidement, ouais, voilà, je trouve que c'est un film d'idées qui sait rester populaire. C'est hyper un thriller futuriste hyper efficace. Euh, Tom Cruise, il apporte ce mélange de star power et de fragilité. C'est un héros qui est brisé puisqu'il a perdu son fils. Il est accro, il prend de la drogue, il est enfui dans un système qu'il a lui-même comment dire, contribuer à bâtir. Et puis, bah, il y a tout ce côté quand même futuriste et qui est là, puisque le côté profilage, on voit que dans le film, bon, il est obligé de se changer les yeux, parce qu'on te scanne l'iris pour te vendre des pubs qui sont ciblées. Partout où tu vas, t'imagines, tu rentres dans un Célio ou je ne sais quoi, il est là tout de suite. Ah bah alors, qu'est-ce que tu veux? Et je pense qu'on n'est pas loin de ça. En 2026, il y a évidemment la reconnaissance faciale, les datas, les algorithmes prédictifs. C'est plus du tout un monde. On n'est plus tout à fait dans de la spéculation avec ce film-là. Et le système pré-crime, c'est une espèce de version extrême de l'IA prédictive qu'on nous vend aujourd'hui par la police, qui est vendue aujourd'hui, pardon, pour la police, pour le recrutement et la gestion des foules. Donc c'est vrai que le film devient même un petit peu inquiétant puisqu'il devient quelque part réaliste. Et il est pas seulement, je trouve que c'est pas seulement un film d'anticipation, c'est le futur qu'il décrit, on est en train de le négocier et on le négocie maintenant sans en lire les petites lignes. Et ce que je n'avais pas vu, ce que Nella m'a plutôt révélé, c'est quand même qu'il y a la dernière partie du film, elle est what the fuck. C'est-à-dire que tout se résout de manière hyper simpliste, tout se résout mais hyper facilement, le méchant se suicide, tout le monde vit en paix, il est de nouveau avec sa nana, elle est de nouveau enceinte, mais au moment où il est arrêté et on lui met le casque, il y a ce type là qui lui dit tu vas voir maintenant tu vas faire des beaux rêves. Et en fait, on peut tout à fait penser que le film, il y a la colorimétrie qui change à ce niveau-là dans le film, et on peut tout à fait se dire que à partir du moment où il est enfermé avec tous les autres mecs qui sont enfermés, il est un peu comme dans Total Recall, hein, dans une espèce de rêve, de projection de lui, de ce qu'il imagine, ce qui va être. Alors il n'y a
Je regardais sur les internets, il y a rien qui nous précise en tout cas cette théorie, mais Mais c'est ça un se peu, tient, ça se mais tient. ça se tient carrément parce que même quand tu revois encore le film, tu vois que la colorimétrie elle change et puis tu te rends compte que tout se résout. Je crois que c'est en l'espace de 20-25 minutes, tout se résout mais de manière très fluide et sans aucune et même la fin, pas les jumeaux, les triplés sont tranquillou bilou dans leur petite maison au loin et tout ça. Donc je trouve qu'il y a d'un coup il y a une nouvelle lecture que j'ai faite de ce film-là qui peut être, pour reprendre tes propos, en fait, encore plus noir que ce qu'on pensait que ça pouvait être noir. Voilà, Olivier, de ton côté, donc. Je vais pas revenir sur toute la modernité finalement, c'est ça? Toute la modernité du film, parce que tu en as très bien parlé. Effectivement, c'est drôle de. Moi, je me souviens quand on en est sorti à l'époque, donc il y a un petit peu plus de 20 ans, il y a presque 25 ans, Hmm. de se dire, waouh, les gars, attends, les idées de fous qu'ils ont, les scénaristes et tout, et de se dire que c'est maintenant. C'est assez drôle de voir ça, assez inquiétant, pour reprendre tes mots aussi, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, s'il y a bien un truc qui a pas pris une ride, c'est la mise en scène Hmm. de Spielberg. Et t'en parlais, Christophe, c'est un truc de dingo. La maîtrise de la mise en scène, du rythme, que ce soit le montage, les plans, les cadrages, et dès le départ avec euh, la scène d'intro du film, digne d'un Mission Impossible. C'est assez génial. Et c'est fou parce que je me disais, mais je crois que je m'étais fait la réflexion à l'époque, c'est je pense que c'est un des seuls purs films d'action de Spielberg. Euh, il y a pas le côté aventure comme il peut y avoir dans les Indiana Jones, dans Hmm. Jurassic, comme dans ces films de guerre, Ryan, ou même d'une certaine manière La Guerre des Mondes. Là, c'est un vrai pur film d'action avec des bastons et tout ça, ce qui est vraiment, j'allais dire très rare, mais unique chez Spielberg. C'est un film pour moi assez atypique dans sa filmo. Alors je saurais pas dire si c'est un de mes films préférés. Spielberg pour moi c'est un maître et presque je ferais des classements mais selon ses thématiques, tu vois, la Hmm. science-fiction, l'historique, le machin. Mais moi c'est vrai que c'est un film qui me tient spécialement à cœur. Et les deux films qu'il a fait avec Tom Cruise sont quand même des monuments parce que Et Ah il est oui. bon, Tom Cruise, dedans à chaque le, fois. le sous-entendu post-11 Ouais. septembre, tout ça de la guerre des mondes Ça, est juste j'ai une trop envie de le allure. revoir. Ouais. Ah, mais ça, ouais, j'ai failli me faire les deux à la suite. Hmm. Euh, et puis c'est drôle parce que malgré tout, on retrouve le truc de chez Spielberg, le rapport à l'enfance, là qui se fait dans la violence, avec cet enfant disparu, potentiellement victime d'un pédophile ou pas, on ne sait pas. Hmm. Enfin, c'est un film assez monumental qui reste. J'avais dans la tête encore le côté monumental de ce film, mais je me le suis confirmé, quoi. Et on parle de Tom Cruise et puis de la mise en scène de Spielberg, mais faut pas hésiter à penser à la performance de Samantha Morton, Hmm. qui est juste hallucinante, tellement intense. Et le dernier petit truc, c'est pour l'anecdote, la version française. Vous l'avez regardé en anglais, j'imagine peut-être pas Christophe. Ah, moi, je l'ai regardé en français. Ouais, qui c'est qui le double? Et d'ailleurs, la version française est pas exceptionnelle. Non, la version française est Pour... pas bonne. On a commencé à regarder en français. Ouais. Eh ben, c'est Yvan Attal qui l'a doublé sur ce film, sur Eyes Wide Shut, Mission Impossible Oui, c'est 2 vrai. et Ouais, c'est eh vrai. ben, c'est pas bon. Yvan, si tu nous écoutes. C'est pas tout à fait la Euh, même. voilà, je ne suis pas responsable. La direction décline toute responsabilité de ses chroniqueurs. Bien, alors Christophe, je crois que c'est toi qui dois nous Oui, dire c'est quel est à le mon tour. prochain film que l'on doit voir. Donc, prochain film qu'on va voir, ça va être une de mes expériences salles les plus surprenantes. Ça a été la découverte d'un des plus grands réalisateurs actuels, c'est Ouais. Memento. Memento ou Memento? Parce que c'est pas le même. Memento, Memento de Christopher Nolan. Quelle année?
Ou fin 90, tu me prends de court là. Ouais, non, c'était juste une petite question. Super. Ah bah 2000, 2000, pile poil. Ok. pile poil. c'est bien, je vais pouvoir me passer de le voir. J'ai dû le regarder il y a un mois, quelque chose comme ça. Ça va. Bah, alors je vais en prendre un autre. Non, 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 Non. mais c'est super parce que c'est bien frais dans ma tête et tout. Je vais Tu vas pouvoir Regarde-le faire à l'endroit maintenant. Ouais, c'est ça. Mais regarderai. j'ai Ouais, déjà fait, tu perds vachement en intérêt. Sur le DVD, on pouvait le voir à l'endroit. oui, on pouvait le faire sur le DVD, je m'en souviens, et je l'ai fait. Effectivement, ça n'a aucun intérêt. Bien. Eh ben, écoutez, on regardera ça en tout cas. Toi, tu l'as pas revu encore, Christophe. Je l'ai revu il y a genre 5 ans, 6 ans. Oui, oui. Alors moi, ça doit peut-être dater d'un tout petit peu plus, mais écoutez, eh ben super. Comme ça, on va parler de Memento le mois prochain, et on arrive enfin à la dernière rubrique. On va réussir à tenir à peu près les 1h15 dans vos recommandations à lire, à voir, à entendre, à écouter, à sortir, enfin tout ce que vous voulez. Christophe, qu'est-ce que tu nous proposes de ton côté? Alors moi, je vais continuer à vous faire voyager. Et là, on va aller en Irak. Voir le premier film irakien que j'ai vu de ma vie. Ça s'appelle Le Gâteau du Président. C'est le film qui a eu la Caméra d'Or à Cannes. Et alors pour info, la Caméra d'Or, on pourrait croire que c'est meilleure mise en scène, meilleure image, mais Zod, c'est meilleur premier film. Je ne comprends pas pourquoi ça a ce nom-là. Alors ça parle de Lamia, une petite fille de 9-10 ans qui vit en Irak pendant la guerre d'Irak dans les années 90, sous la dictature de Saddam Hussein. Et à l'époque, Saddam Hussein imposait tous les ans à tous les Irakiens de fêter son anniversaire, mais de le fêter avec une grosse bouffe et compagnie. Sachant qu'il y avait un embargo, c'était un peu la galère. Et la petite Lamia se retrouve responsable de devoir fabriquer le gâteau de son école pour l'anniversaire du dictateur. Mais justement, vu qu'il y a l'embargo, trouver les ingrédients de ce fameux gâteau, ça va devenir un véritable périple. Et donc, elle part en ville avec son coq. Pourquoi pas, un coq. Un coq qui aura une importance très, très forte dans l'histoire et qui va amener pas mal d'humour et d'absurde à l'histoire, justement. Et il va être utilisé comme outil de dénonciation de la dictature. Et ce qui est bien dans le film, c'est que la dictature, elle n'est jamais montrée frontalement. Frontalement, tu voulais dire, ouais. Oui. Même le français, c'est pas facile à baisser au bout C'est d'une heure ça. et quart. Ouais. Le film te met à hauteur d'enfant et puis bah, ça j'aime bien comme Left Handed Girl Left l'année dernière Undead God, ouais. ou Jojo Rabbit, j'adore Jojo Rabbit et donc dès qu'un film me met à hauteur d'enfant, j'aime ça et tu te retrouves comme la fille, tu comprends pas tous les tenants et aboutissants de la dictature, mais tu ressens les effets qu'elle va avoir sur la société. Ça va jamais juger les personnages, c'est tous les citoyens irakiens. Et tu vois qu'ils sont tous coincés dans un entre-deux. Ils vont s'entraider, ils vont contourner un système, mais ils vont aussi se taire vis-à-vis des représailles. Et ouais, c'est filmé sans artifice. Il y a vraiment des plans jolis. Notamment, ce qui est bizarre, c'est que la petite fille vit sur un village flottant, un village sur l'eau. Et tu t'attends pas à voir ça en Irak. Et ça amène des plans assez sympas dans le village, justement. L'histoire est ouais, c'est entre, la vraie satire sociale, et un petit côté feel good avec ce côté des gamins et j'ai passé un bon moment. C'est un beau premier film. Olivier, de ton côté, quelle recommandation tu nous fais? Eh ben, ce mois-ci, je vais faire un peu original. Je vais vous parler d'un podcast. C'est un Ah, podcast de France Musique, donc on peut retrouver sur l'appli Radio France. C'est un podcast, pardon, de Laurent Vallière qui s'appelle La Story 2. C'est un podcast sur les comédies musicales. mhm. Alors, euh, alors c'est entre 5 et 10 épisodes selon d'un quart d'heure. Donc c'est plutôt rapide. Il y a Les Demoiselles de Rochefort, La Mélodie du Bonheur, Chantons sous la pluie, Starmania. Et moi surtout celui que j'ai surkiffé, c'est celui sur West Side Story. On revient sur la création, alors à Broadway et évidemment après à Hollywood avec le film qui a eu 10 Oscars. C'est le périple de cette
création, de la mise en place, c'est plein d'anecdotes, d'extraits d'interviews. Là, on a Jérôme Robbins, qui est le chorégraphe et à l'origine de la comédie musicale, Leonard Bernstein, pardon, qui avait fait la musique, Arthur Lawrence, qui avait fait le livret. Euh, c'est prenant, c'est vraiment prenant. Ça vous raconte, c'est celui sur les Demoiselles de Rochefort aussi est très sympa, mais Mmh. celui de West Story, c'est d'une ampleur. À l'écouter, on est comme sur scène, on a des extraits des morceaux, même de morceaux qui n'ont pas été retenus ou des versions différentes. Enfin, c'est assez génial quand on aime les comédies musicales. Euh, Il y a beaucoup après, d'épisodes? Il y a beaucoup d'épisodes? je vous dis, c'est entre chaque film, enfin Mmh mh. chaque comédie musicale, c'est entre 5 et 10. Les Demoiselles de Rochefort, je crois que c'est 5 ou 6 épisodes. Chantons sous la pluie ou West Side Story, c'est 10 épisodes. Chaque épisode, c'est 15 minutes. D'accord, oui, Voilà. donc finalement, c'est Ça, assez court aussi à écouter, quoi. Bah, tu me ouais, ouais, vends ouais, du ouais. rêve, parce que j'aime beaucoup les comédies Et voilà. musicales. Donc, Ouais. mais je m'en doutais. C'est donc la story de, et franchement, c'est kiffant. Eh bien C'est le mot. C'est plein de bonheur. eh bien, moi, je vais vous proposer une série de documentaires que vous pourrez trouver sur Netflix depuis 1984. Je suis fan absolu des Ah, corps huilés, des t-shirts qui se déchirent sur des rings, puisque c'est énorme. j'adore la boxe, et cetera, et donc je suis très fan de wrestling, et donc de catch en français, et les plus gros, la plus grosse organisation de catch s'appelle WWE, World Wrestling Entertainment, que je suis donc depuis 1984. Et il y a une série. Alors, vous savez que maintenant, vous pouvez regarder tous les événements de la WWE sur Netflix, puisque Netflix a acquis les droits et désormais en France, on peut les voir et les revoir. Et il y a aussi tous les anciens catalogues de tout, enfin d'une grande partie, je crois, des événements, parce qu'il y a un événement en gros Ouais, tous des les mois. WrestleMania et tout. Voilà, il y a tous les WrestleMania, les Royal Rumble, bon bref, ils ont un gros événement tous les mois, et puis ils ont au moins, je crois, 3 émissions par semaine. Il y a Raw, SmackDown et NXT. Bref, c'est une immense machine à milliards de dollars. Et donc, il y a cette série qui s'appelle Unreal, qui s'occupe un petit peu je dirais, des coulisses. Voilà, ça nous permet de plonger dans l'univers captivant de la WWE. Ça offre une dissection lucide et impitoyable des coulisses d'une émission, des émissions, comment ça fonctionne. On voit toutes les superstars du ring qui vont parler entre elles. On va voir comment les scénarios se mettent en place. Parce qu'en fait, c'est une série. Hein, tout simplement, c'est la plus longue série quasiment qui existe quasiment de l'histoire. Je parle pas des soap opéras brésiliens. C'est hyper intéressant parce qu'on voit tous les scripteurs en train de réfléchir avec Paul Lévesque, qui est le chef en gros. Hein, c'est l'ancien Triple H, l'ancien catcheur qui a repris les rênes de la WWE. Et donc, on voit comment les scénarios se mettent en place, pourquoi on met tel personnage en avant, pourquoi tel personnage va perdre son titre. Et on les voit aussi préparer, tout garder dans le secret à une époque où tout est su très très rapidement. Moi j'adore les making of. Le ring, c'est une scène. Hein, les catcheurs sont des acteurs. Tous les bookers, c'est des véritables dramaturges parce qu'on voit, on a accès à cette fameuse gorilla position, et c'est ce que je vais terminer là-dessus. La gorilla position, c'est l'endroit qui est juste avant la sortie sur la scène, enfin sur les rings, etc. Et les loges, en gros, où les catcheurs se préparent. Et donc là, il y a le centre de commandement, et bah, tu sens qu'ils ont tout un script, et ils communiquent avec il y a chaque match a un producteur, et chaque producteur communique à l'oreillette avec les commentateurs et avec l'arbitre qui donne des instructions en direct. Donc c'est hyper passionnant à voir. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur Ouais, parce que tu l'as vu aussi, ouais, t'as vu un peu. ouais, j'ai commencé il y a déjà 2 saisons. Ouais, alors en fait, c'est en gros tous Oui, les c'est six coupé, hein. mois. C'est tous les 6 mois en gros. Et puis voilà, cette année, il y a eu le heel turn de John Cena qui a été, enfin l'année dernière, pardon, qui a été
beaucoup décrié, etc. Mais on voit les réactions des foules. Et je trouve que c'est assez honnête. Alors, ça va pas pousser complètement le délire jusqu'à dénoncer ce qu'il y a aussi derrière, mais il y a aussi un documentaire sur Vince McMahon, c'est un autre gourou, mais le gourou du catch, et il y a des choses pas très 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 jolies, mais ce documentaire-là est aussi très bien. Voilà, Unreal, c'est sur Netflix. Si vous vous intéressez au catch, ou même si vous vous intéressez pas, vous allez découvrir des choses hyper intéressantes. Voilà. Bon, on frôle l'heure et demie, comme d'habitude, on peut pas s'en empêcher, mais il y a toujours beaucoup d'actualités. Merci Christophe d'avoir participé ce soir encore. Eh ben, merci à vous de m'écouter, enfin de nous écouter. Bah voilà. Et merci Olivier aussi de ton côté. Bah de rien, c'est vraiment génial. C'est un bon kiff aussi. De se retrouver à chaque fois comme ça. Et bon, on essaiera de voir. On a envie aussi de faire des épisodes un petit peu hors série. On essaiera de vous proposer à des moments aussi des épisodes hors série en prenant juste un seul thème, un seul débat sur lequel s'entretuer. Voilà, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une émission qui est en constante évolution. On essaie de trouver des choses dedans. Voilà, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec aucun moyen autre que notre énergie et notre envie de bien faire. En tout cas, merci à vous si vous écoutez bien évidemment le podcast jusqu'ici, parce que je vois qu'à chaque fois, on est à peu près, on est entre 30 et 40, voire dans les meilleurs épisodes, 70 écoutes sur chaque épisode. Donc merci à vous qui nous écoutez dans les transports en commun ou pendant que vous êtes en train de préparer le poulet dominical. Voilà, on vous remercie très très fort. En tout cas, c'est comme d'habitude. On finit dans un état critique. Merci Olivier, merci Chris. On espère te revoir aussi bientôt Florian. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!